d'habitude vu le tableau qui nous montre les systèmes énergétiques. Et là, quand on a, par exemple, dans une filière voulue, mettons dans la filière anaérobique, OK? Mettons qu'on a un gros réservoir avec un petit robinet, pardon, excusez, un petit réservoir avec un gros robinet, voyons, comme ça. OK? Alors, ces filières-là, les filières anaérobiques, produisent beaucoup de puissance, mais comme le réservoir est très petit, en produisent pour peu de temps, alors que les filières aérobiques, de leur côté, possèdent un plus gros réservoir et produisent moins de puissance. OK? Et que dans chacune de ces filières-là, on peut entraîner soit la puissance anaérobique ou la capacité anaérobique. Et la capacité serait d'étirer le temps que ton gros réservoir est capable d'envoyer de la puissance pendant un temps voulu. OK? Mais tout ça, dans le fond, c'est juste un continuum de puissance dans le temps. OK? Tout simplement. Ici, on voit vraiment le graphique de peak power. OK? Le graphique de peak power, il nous dit que dans une période de temps, avec une vélocité voulue, avec une charge voulue, on arrivait à un point où le wattage, le wattage de l'athlète était à son maximum. C'est ce que je vous parlais tantôt. Donc, ce point-là, il existe vraiment et chacun en a un. Puis on a fait des graphiques. Vous allez voir des gens qui lèvent des barres, puis qu'à un moment donné, avec une barre voulue, dans le cas de Tim, il est où Tim, un matin? Il est là. C'était avec 405 livres, par exemple, qui atteignait son pic de puissance. Pourtant, il est loin de son ERM à 405 livres, mais la combinaison de vitesse de déplacement et il reste des chaises en avant si vous voulez vous asseoir. Hein? Il reste une place là, il reste une place là. Gênez-vous pas. Il y en a une là aussi. Ouais. N'hésitez pas. Donc, est-ce que c'est pertinent de s'entraîner à peak power? Bien, oui. Ouais. Ça représentait probablement 60 environ, oui, chose comme ça. Ouais. Ensuite de ça, OK, le peak power, il faut savoir si il est où, puis si c'est une bonne formule de l'entraîner. Fait que comme Tim, la plupart des gens découvrent leur peak power dans un range qui tourne autour de 50-60 où là, comment on a été stimulé dans notre vie, ça pourrait changer un peu. Puis certaines personnes qui ont uniquement été stimulées en force, mais peut-être qu'ils atteindraient leur peak power avec un pourcentage un peu plus haut et vice-versa pour les athlètes ultra rapides qui n'ont pas très été soumis à l'entraînement en force. Si dans votre carrière sportive, vous avez choisi l'haltérophilie comme outil d'entraînement de la puissance, bien, même si vous travaillez à des hauts pourcentages en haltérophilie, comme 85, 90, 92 ça demeure quand même que c'est un pourcentage qu'il faut comparer à votre force max. Okay? Et donc, l'haltérophilie avec des grandes charges correspond à des exercices qui semblent coordonner très bien avec peak power. Et c'est pour ça que plusieurs personnes ont choisi l'haltérophilie pour entraîner la puissance. Question qu'il faut se poser tantôt, est-ce que les charges sont assez grandes pour explorer toutes les charges de puissance en utilisant l'haltérophilie? Le bienfait de ça, c'était qu'on était capable d'avoir une mesure approximative de la puissance. Parce que si je donne à Thierry, qui est un haltérophile, comment tu fais à l'épaulé, par exemple, Thierry? 2,75. OK, 2,75. Fait que si je lui demande de prendre 2,75 en Henderson front squat dans une cage arrêtée, puis je dis de contracter, monter la barre rapidement, OK, bien, il va le faire à une vitesse X. OK? Je peux lui dire c'est beau, c'était bon, ça avait l'air bien, tout ça, mais s'il l'épaule, s'il le réussit, ça veut dire que la vitesse était là, et s'il ne le réussit pas, ça veut dire que la vitesse n'était pas là. Donc, avec l'haltérophilie, on avait l'avantage d'avoir un test à même l'entraînement pour justifier si la vitesse était présente dans le lever, alors que dans le Henderson squat avec la même charge, on n'aurait pas ce test-là parce qu'on pourrait dire bon, ça a l'air vite, mais on ne sait pas vraiment comment c'était vite. Donc, est-ce que ça aurait été suffisamment vite pour atteindre la puissance qu'on voulait? On ne le sait pas.
Par contre, l'haltérophilie nous donne cette réponse-là. Donc, c'est une façon facile d'introduire une forme de quantification de vitesse dissimulée dans l'entraînement. Le problème, c'est qu'il réussit à faire cette charge-là parce qu'il est très, très bon, il est très mobile, il est très technique, puis il est bon pour se glisser sous la barre. Maintenant, peut-être qu'il y a quelqu'un dans le gym qui est capable de faire un Anderson squat à 275 livres plus vite que lui, mais il ne réussit pas à l'épauler, la charge. C'est là qu'on tombe un peu dans la faille de l'haltérophilie pour mesurer la puissance. C'est que là, à puissance égale, la technique joue tellement un gros rôle que ça peut venir fausser un peu nos données. On pourrait dire, à la limite, que quelqu'un qui évolue en haltérophilie, on pourrait dire que s'il améliore ses levées, à technique égale, probablement qu'il améliore sa puissance. Mais encore là, dans le temps, on peut un peu améliorer notre technique aussi. Donc, il faut aller chercher un petit peu plus loin si on veut être sûr d'investir notre temps au bon endroit. Ici, on vient de faire une expérience à la tôle avec 10 personnes qui s'entraînent ici. On les a divisées en 2 groupes. On en a pris 5, 3 gars, 2 filles. On les a mis d'un côté, puis ils ont entraîné à peak power pendant 11 semaines. OK? Puis on a pris un autre groupe de 5. C'était l'inverse. J'étais 3 gars, 2 filles. Et on les a entraînés en contraste, avec des charges qui sont légèrement plus haut que le pic puissance et des charges qui sont beaucoup plus basses. Donc, peak power, il n'était pas dans ce coin-là. Il était toujours soit plus, fait qu'il déplaçait des charges lentement ou très vite, mais jamais à des vitesses qui correspondent à peak power. Je finissais de compiler les résultats ce matin, puis je les ai transmis quelques-uns sur la page en dessous tantôt. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné, sur quoi ils se sont améliorés. On les a testés sur plusieurs tests et non seulement ils ont eu une bonne amélioration, mais nous autres, qu'est-ce qu'on voulait savoir, c'est qu'est-ce qui payait et où ça payait. Parce que si on veut prescrire des programmes et être sûr de avoir le meilleur coût-bénéfice de ces programmes-là, il faut savoir qu'est-ce qui paye et pourquoi. OK? Fait que là, on les a comparés, ces méthodes-là. Mais bien avant ça, avant d'aller là-dedans, on va explorer un peu c'est quoi la puissance. Fait que, premièrement, 1 newton mètre par seconde, comme ça, de puissance, ça égale à 1 watt de puissance. 1 kg force égale 981 newtons. Fait que dans le fond, la puissance, pour la savoir, ça nous prend des watts. Okay? On la mesure en watts. Fait que si on a juste un poids, puis on a juste une vitesse, il nous manque une valeur, c'est la distance parcourue pour être capable d'aller le chercher. Fait que quand on va aller extraire d'un levé des watts, ça nous prend des informations, 3 informations pour être capable d'avoir des watts. Okay? Dans l'automobile, c'est un petit peu le même principe. Vous avez les HP. Okay? Un HP, c'est 745,7 watts. Quand on veut savoir si l'automobile est puissante, c'est ça qu'on veut savoir. Okay? On veut savoir combien d'HP qu'elle peut développer. Un humain qui est vraiment performant, ça développe environ 2000 watts, 2100, peut-être jusqu'à 2200 watts. Okay? Fait que c'est vraiment pas beaucoup de chevaux vapeur. Puis en plus de ça, ça peut seulement produire 2000 watts et plus sur environ 1 à 3 secondes. Alors que les véhicules peuvent le produire sur beaucoup plus longtemps. Comme je vous le disais, quand on s'intéresse à l'auto, on s'intéresse au HP. Pourquoi quand on s'intéresse aux athlètes, on ne s'intéresse pas au HP? Okay? C'est ça qui parle. Okay? Il faut pas savoir à quelle vitesse l'automobile peut aller, ce n'est pas suffisant. Il faut savoir combien de temps ça va y prendre pour y accéder aussi. Okay? Fait qu'on a un paquet de valeurs qu'on a besoin pour pouvoir bien décortiquer ça. Peu importe qu'est-ce que vous faites comme discipline, vous allez devoir la situer sur cette pyramide-là. OK? Alors, dans ce coin-là de la pyramide, c'est les exercices qui sont faits avec des charges maximales. Donc, comme ils sont faits avec des charges maximales, bien, automatiquement, la vélocité de déplacement de la charge, elle est faible. Ici, c'est les petites charges qui sont développées très, très, très vite. Donc, comme il y a peu de charge, la vélocité est élevée. Puis par en haut, c'est la durée, parce que plus que l'effort s'étire dans le temps, plus ça devient impossible d'avoir de la charge et de la vitesse par la fatigue. Donc, en quelque part, là-dedans, se trouve un point qui correspond
à votre discipline. OK? Et là, vous pourriez faire de façon imaginaire ce premier point-là. Le deuxième point que vous pourriez faire, c'est vous, comme individu, comme athlète ou comme sportif, où se situe votre point par rapport à ces qualités-là? Êtes-vous bon avec des grandes charges lentes ou vous êtes bon avec des petites charges légères? Vous êtes bon avec des charges faibles, mais pendant très, très longtemps? Il est où votre point? Et là, entre votre point et le point de votre discipline, vous avez un manque à gagner et la connaissance de comment vous allez produire votre puissance va vous permettre de connaître comment combler l'espace. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à maintenant? Quand on monte notre cédule, on donne des cours de groupe ici également à la tôle, puis on essaye de permettre aux gens de développer différentes facettes de leur forme physique. Fait qu'on s'assure qu'on va chercher les différentes qualités dans ça. On va chercher les qualités de la force avec des déplacements plus lentement avec notre cours de dynamophilie, de powerlifting. On va chercher des barres avec des vélocités moyennes, mais quand même avec des charges avec nos cours d'haltérophilie. On va chercher notre vélocité avec les cours de pliométrie. Puis après ça, avec les cours de groupe qui s'étirent dans le temps avec des circuits d'entraînement, tout ça, on progresse. Et finalement, vers les cours de type HIIT ou des cours avec des temps de travail beaucoup plus longs, qui a quand même un peu de vélocité et un peu de charge. Fait que tout ce que vous faites dans votre entraînement peut être soit global et regrouper un petit peu de tout, ou être plus spécialisé dans un secteur ou dans l'autre. Et c'est une des premières questions à vous poser quand vous regardez comment vous allez disposer votre semaine d'entraînement, sur quoi vous allez travailler. Vous allez dire combien de temps je veux passer à travailler dans ce coin-là, dans ce coin-là, dans ce coin-là, dans ce coin-là ou dans ce coin-là. OK? Puis, est-ce que ça correspond, est-ce que ça va m'aider à me rapprocher du point où je m'en vais, tout ça? OK, on va explorer ce tableau-là pendant un petit bout de temps. Tantôt, on va faire ce setup-là. C'est Sarah, c'est une athlète de bobsleigh qui est membre de l'équipe nationale, qui est en train de se faire tester à un soulevé de terre sur lequel on mesure la vélocité. Donc, il y a un capteur en bas quand la barre décolle et il y a un capteur en haut quand on arrive en pleine extension. Donc, il y a un espace de 34 cm qui sépare le premier lecteur du deuxième lecteur. Moi, ce que je lui demande, c'est de prendre la barre au sol, de se positionner, mettre la tension dans la barre, c'est-à-dire enlever le slack et avoir une position rigide, et d'accélérer la barre rapidement jusqu'à temps qu'elle arrive en position d'extension. Puis là, moi, je vais avoir un temps. Je vais avoir une charge, la charge qui est sur la barre. Je vais avoir une distance, le 34 cm, et je vais avoir une vitesse. Maintenant, j'ai du wattage. OK? Je n'ai pas juste une charge, j'ai maintenant du wattage. Donc, plein